Bonjour à vous, bienvenue dans cette première rubrique Home Studio. Voilà, donc on va faire quelque chose de simple, basique et qui je pense intéressera tout le monde vu le nom du magazine. Ça va être faire une prise de guitare simple, à savoir avec un micro. Parce qu'il est possible aussi d'en faire avec 2 micros, 3 micros, etc. Pour l'instant, on va vraiment se baser sur les choses très terre à terre. Voilà, d'avoir un circuit audio vraiment super simple, aisé à comprendre, voir un petit peu tous les principes de base qui font qu'on fait une bonne prise de guitare. Sachant qu'une prise de guitare avec un micro, très franchement, ça se fait très souvent, même sur des très grosses prods. Voilà, faut pas voir ça comme un truc simple. C'est pas parce qu'on met 15 micros autour du baffle que ça va être forcément mieux. Voilà. Donc alors je vais commencer à vous expliquer ça. Ici j'ai avec moi un ampli guitare. Bon alors là c'est une configuration particulière, voilà, il y a une tête, un baffle avec 4 haut-parleurs, etc. Ce que je vais vous montrer, ça marche avec n'importe quel ampli, puisque a priori n'importe quel ampli aura au moins un haut-parleur, sinon c'est que vous vous êtes fait avoir. Voilà, donc là je vous ai enlevé la grille pour bien voir justement le placement du micro, parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre. Entre autres, ça va être la manière dont on va placer le micro et quel micro on va utiliser. En l'occurrence, la star de la prise guitare, ça va être le Shure SM57, qui est un micro qui est cheap, en termes de prix, pas en termes de qualité, qu'on trouve partout et qui est extrêmement robuste. C'est-à-dire, ce micro-là va être utilisé et en studio et beaucoup en live aussi. Donc, il y a ce modèle-là, il faut savoir que voilà, après tout est possible, tout ce qui est modèle Sennheiser 609 est pas mal utilisé, plutôt en complément du 57, en tout cas de mon expérience et des gens avec qui j'ai travaillé, parce que le 609 va avoir un son un petit peu plus, si vous voyez ce que je veux dire, qui va être bien en complément du 57 qui a un son un petit peu plus, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, vous allez placer le micro devant le HP à un certain endroit. Juste pour info, en fait, vu qu'ici, en général, tous les amplis ont une grille, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez trouvé... Ça, c'est surtout valable pour le live, parce qu'en studio, on peut se permettre plus d'expérimenter, on est un peu moins dans le speed. Mais pour le live, vous pouvez très bien, une fois que vous avez trouvé le placement du micro en collaboration avec votre ingé son de façade qui correspond, ici mettre 2 petits bouts de gaffeur ou de barnier, enfin de scotch un peu résistant pour marquer l'endroit où vous placez le micro. C'est-à-dire qu'après, en condition live, quand vous allez vous retrouver à devoir faire un changement de plateau super rapidement où il faut tout de suite placer le micro, vous savez où le mettre. Petite info au passage, les petits trucs du professeur, je sais pas quoi. Bref. Alors maintenant le placement du micro en lui-même. Alors très franchement, il ne faut pas se prendre la tête. Là où vous êtes sûr de ne pas vous planter, c'est tout simplement de mettre le micro dans l'axe du cône, pile au milieu. Ça marche toujours. Après, le principe, si vous voulez, c'est que plus on va déplacer le micro vers le bord de la membrane, plus on va récupérer des basses, en fait, dans le son. Donc, c'est là où après, il faut juste essayer, c'est-à-dire des fois, avec certains types de guitares, certains types d'amplis ou de pédales, on va avoir trop d'aigus, comme ça, une espèce de surcharge d'agressivité. Juste déplacer un peu le micro peut résoudre beaucoup de choses. Juste pour information, voilà, le principe c'est ça, c'est vraiment plus vous vous écartez du centre, plus vous allez récupérer du bas, du corps et tout ça. Donc au milieu en général avec un son entre guillemets standard, ça marche très bien. Après c'est voilà, c'est juste du dosage, si vous trouvez que c'est trop agressif, vous déplacez un peu et c'est réglé. Il faut savoir que ce type de micro se branche avec des câbles qu'on appelle des câbles XLR. Voilà, je ne vais pas empiéter sur le territoire du Dr Boost qui vous expliquerait ça bien mieux que moi. Mais en gros, voilà, c'est ce qui va être vraiment gage de qualité. Ça va être d'utiliser comme ça ces câbles dits XLR. Si sur votre interface audio, votre carte son ou votre 4 pistes ou votre quoi que ce soit, vous n'avez pas d'entrée XLR, donc à 3 broches, il suffit de brancher, il existe des câbles qui sont XLR d'un côté pour brancher dans le micro et jack standard de l'autre pour rentrer dans votre 4 pistes, enfin voilà, dans les entrées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va tout de suite voir un petit peu comment ça se passe justement au niveau de la station d'enregistrement en elle-même.
Nous voici donc face à notre système d'enregistrement. Alors, système d'enregistrement, ça peut être les logiciels audio numériques avec un ordinateur et une interface audio. Donc en gros, on va rentrer la source sonore dans les entrées audio de l'interface audio qui vont ensuite être balancées dans le logiciel. Ou ça peut être complètement des 4 pistes à cassette ou des 8 pistes numériques, etc. Donc tout ce que je vais vous expliquer là, je vais essayer de faire au maximum trans-plateforme possible, c'est-à-dire quelque chose qui va être valable autant pour Pro Tools comme c'est le cas ici, que pour Logic Audio, que pour Nuendo, que pour Digital Performer, etc. Autant que pour tout ce qui va être 4 pistes à cassette, etc. Enfin, je veux dire enregistreur physique. Voilà, pourquoi ça va être valable pour tout? Parce que je vais vous exposer le concept de la tranche. Alors, qu'est-ce qu'une tranche? Qu'est-ce à dire, me direz-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous détailler un petit peu les différents éléments qui constituent une tranche. En fait, c'est très simple. Vous allez avoir, dans un premier temps, ici, le nom de la piste, que j'ai très intelligemment appelé guitare. Voilà. C'est mon côté cartésien. Le nom de la piste, ça va être sur un scotch, sur votre 4 pistes à cassette, si vous voulez l'écrire, ou dans le logiciel. C'est idiot, mais en fait, c'est super utile de nommer les pistes, parce qu'après, quand on se retrouve avec 40 pistes, avec écrit audio 1, audio 2, etc., et qu'on cherche à retrouver la piste où on a fait le petit bout de guitare qui fait que le morceau est génial, ça devient vite ennuyeux. Donc, je vous conseille de nommer vos pistes. Si vous avez un enregistreur numérique ou à cassette, etc. Vous prenez du scotch qu'on utilise par exemple pour faire les joints dans la salle de bain. Enfin, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Enfin bref, vous mettez un bout de scotch, vous écrivez le nom des pistes, comme ça après vous l'enlevez, ça n'abîme pas le matériel. C'est toujours utile. Petit truc au passage. Le premier élément de la tranche, ça va être cette chose qu'on appelle le fader. C'est vraiment ça qui constitue le cœur de la chose. C'est en gros ce qu'on va baisser et monter pour faire que le son est plus ou moins fort. C'est l'essence même du mixage, c'est ce qui va faire qu'une fois qu'on aura plusieurs tranches, parce que c'est ça le concept en fait, c'est l'enregistrement, c'est en gros c'est un tas de dictaphones qu'on a gaffé comme ça ensemble et qu'on fait tous play en même temps. Voilà, bon, sachant que la technologie ayant un peu évolué, voilà, maintenant c'est un peu plus simple. Mais enfin bref, voilà, c'est à chaque fois comme ça des tranches avec des sources audio différentes qu'on va comme ça harmoniser grâce à justement ce fameux fader qui est votre nouveau dieu. Puisque c'est ce qui va vraiment vous permettre de faire des morceaux où chaque élément trouve sa place, etc. Donc voilà, élément central, le fader. Ensuite, on continue. Vous allez toujours avoir cette espèce de petit pavé ici, qui va avoir en général le fameux R rouge, abréviation de record, qui va être, quand vous l'enclenchez, comme c'est le cas ici, la piste est armée pour, enfin on dit la piste est armée, c'est du jargon, hein, mais d'ailleurs c'est un espèce de francisation d'un anglicisme, enfin c'est un peu bizarre. Enfin bref, la piste est prête à enregistrer quand ce petit rouge clignote, comme à la radio. Ensuite vous allez avoir ici un S qui est pour solo. Si vous voulez, quand vous mettez une piste pardon, en solo, c'est tout simplement que vous n'allez entendre qu'elle parmi d'autres pistes. À côté de ça, vous avez un petit M qui est l'abréviation de mute, où là, ça va être l'inverse. Ça va être, on n'entendra pas la piste et toutes les autres pistes éventuelles. Par contre, elles, on les entendra. Voilà, j'espère que je suis assez clair et concis dans mes explications. Ici, nous avons un autre élément qui est la panoramique, abréviation PAN, où là, on va tout simplement choisir dans l'image stéréo où va être situé le son qui sort de la piste, à savoir à gauche, à droite, au centre. Ça, c'est suivant le morceau, suivant ce qu'on veut obtenir, etc. Ensuite, on va avoir dans les logiciels audio numériques toujours une entrée et une sortie, c'est-à-dire on choisit son entrée, dans quelle entrée de l'interface on rentre le micro, la guitare, le micro-chant, etc., peu importe. Et une sortie, puisque parfois sur les sur les interfaces audio numériques un petit peu évoluées, on a le choix des sorties. On a plusieurs sorties, des sorties monitoring, machin, etc. Enfin bref. Et au-dessus de tout ça, la cerise sur le gâteau, ça va être plutôt en logiciel audio numérique, mais c'est valable aussi pour tout ce qui va être enregistreur analogique ou table de mixage en général. Ça va être des envois d'auxiliaires, des inserts, des choses comme ça. En gros, tout ça, ça va être le terrain de jeu où on va
Insérer des effets par exemple. C'est là où on va mettre un compresseur pour compresser la piste, un equalizer pour faire que la piste va avoir plus d'aigus, va être plus brillante, ou au contraire couper du bas pour que ça soit un peu moins dodu. Ce genre de choses, voilà, ça va être ici, je ne m'étends pas là-dessus pour l'instant, mais sachez que voilà, le concept de la tranche, ça va être un fader, une panoramique, un solo, un mute pour soit entendre que la piste, soit ne plus entendre la piste, un rec, enfin un petit R rouge pour faire que la piste soit prête à enregistrer, une entrée, une sortie qu'on peut choisir, et tout un ensemble d'envois, d'auxiliaires et d'inserts d'effets où on va pouvoir comme ça traiter le son. Voilà, je ne m'étends pas plus avant pour l'instant. Maintenant, finissons sur notre fameuse prise de guitare. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut bien faire attention à ce que, comme on dit, le son ne sature pas. C'est-à-dire ici, votre ampli va être réglé à un certain volume. En général, vous allez toujours avoir un contrôle de gain d'entrée sur l'interface qui va vous permettre d'éviter que, comme on dit, ça tape dans le rouge. Ici, si je rezoome sur la piste et que je vous joue un accord de guitare, vous constatez bien que ici on voit le niveau, en gros le jus que je lui envoie, ça va jusqu'à en gros la moitié. Il ne faut surtout pas que ça dépasse ici cette extrême limite qui va être à ce moment-là, on va avoir de la saturation non voulue qui va être plutôt assez laide, à moins que ça soit un effet recherché, mais c'est quand même un cas très particulier, donc partons du principe qu'il ne faut surtout pas que ça aille jusque-là. Alors là, un petit conseil pour les guitaristes, puisque si vous jouez en distorsion, en gros le son va être très compressé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous attaquez très doucement, ou que vous attaquez très fort, vous allez avoir un niveau de sortie à peu près équivalent. Ici, en gros, sur le fader, ça va toujours taper dans les mêmes eaux. Maintenant, si vous êtes en son clair où la dynamique va être plus importante, quand j'entends dynamique, je m'explique, ça veut dire que justement, si on gratte très peu fort, ici, on voit que le son monte très peu en termes de niveau, et si on attaque plus, voilà. Si vous voulez, la dynamique, ça va être comme ça, cette espèce de distance entre quand on joue peu fort et quand on joue fort. Voilà, c'est-à-dire là on va avoir un écart de niveau très important entre les deux types de jeux. Là où en disto ça va être beaucoup plus constant en fait. Voilà. Donc faites attention, c'est-à-dire si vous balancez votre son comme ça, que vous réglez le gain et que vous êtes en son clair, n'hésitez pas à vraiment jouer ce que vous allez jouer. C'est-à-dire si vous allez jouer quelque chose vraiment de... Quand vous réglez le gain, jouez pas comme ça quoi. Parce que là, vous allez enregistrer, ça va taper dans le rouge direct, ça va dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Tout explose, etc. La fin du monde, etc., etc. Je ne vous fais pas un dessin. Bref, voilà, donc maintenant, ça y est, la piste est prête, on a réglé notre gain, etc. Le micro est bien placé, on est à donf. Il n'y a plus qu'à. Et ça va être l'épisode suivant, puisque nous verrons la prochaine fois un petit peu justement le processus d'enregistrement en tant que tel. Mais en tout cas, là, tout est prêt pour qu'on puisse s'amuser. Il me reste à vous souhaiter bon courage et à vous dire rendez-vous au prochain épisode de cette rubrique Home Studio.